Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir avec nous Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. On va longuement parler de ces résultats, ceux du premier tour de ces législatives. On verra qui sont les 4 candidats qui ont été qualifiés pour ce second tour. On en parle tout à l'heure avec vous Pierre, vous restez avec nous. Mais d'abord voici les titres de ce lundi 12 juin. Les Républicains ont placé en tête leur candidat dans les 2 circonscriptions de l'île. Elad Chakrina se classe premier et fera face à Ramlati Ali, la candidate du Parti socialiste. Dans la seconde circonscription, Mansour Kamardine sera opposé à Ibrahim Bouanaheri, candidat du MDM. Après ce premier tour, nous sommes allés à la rencontre des différents partis afin de recueillir leurs réactions face à ces résultats. Reportage. La situation au port de Longoni s'est débloquée samedi après-midi et la reprise du travail a été intense puisque le délégataire a désormais 3 jours pour livrer 1000 containers. Néanmoins, ce matin, la colère était à nouveau de retour et les ex-salariés de la CCI ont bien failli remettre le couvert. Explication au cours de cette édition. Les journées nationales de la Croix-Rouge française ont débuté samedi dernier à Mayotte et se tiendront jusqu'à dimanche prochain. Urgence et sociale, la Croix-Rouge se mobilise quotidiennement face à l'isolement, la détresse, la précarité, la douleur et l'exclusion. Mais pour continuer ces actions, la Croix-Rouge en appelle à la solidarité de la population. Zoom sur ces journées solidaires à la fin de votre journal. Et on commence tout de suite avec les résultats de ce premier tour des législatives. Si au niveau national, le parti d'Emmanuel Macron, qui obtient 32% des suffrages, semble bien parti pour rafler la mise à l'Assemblée nationale, à Mayotte, ce sont les Républicains qui terminent en tête dans les 2 circonscriptions. Mansour Kamardine remporte ainsi plus de 30% des voix dans le sud, tandis qu'au nord, Elad Chakrina se retrouve au coude à coude avec Ramlati Ali du Parti socialiste. Les 2 députés sortants, quant à eux, Ibrahim Aboubakar et Bouanali Saïd, ils sont tout simplement éliminés. Mais une fois de plus, la grande gagnante de ce premier tour aura été l'abstention qui atteint plus de 55% des suffrages. Le point dans ce reportage signé Soni Samchoudine. Les Républicains en mode rouleau compresseur. Les 2 candidats de la droite locale terminent en tête dans les 2 circonscriptions du département lors du premier tour des législatives. Une satisfaction pour le parti pour qui une nouvelle manche débute. Tout est remis à plat. On va repartir sur la même ligne de départ. Les 4 candidats donc qualifiés pour ce second tour. Et nous, ce qu'on attend des électeurs, c'est de nous donner cette majorité ici à Mayotte, se rassembler autour des candidats LR pour faire entendre la voix des Mahoraises et des Mahorais. Éliminé au nord et finaliste au sud, la tâche s'annonce très rude pour le MDM et Ibrahim Bouanaheri face à un Mansour Kamardine largement en tête. Le mouvement départemental en appelle tout de même au bon sens des électeurs. Aujourd'hui, c'est le parti d'Emmanuel Macron qui va avoir la majorité absolue. Nous ne pouvons pas nous permettre quand même à Mayotte de nous mettre dans l'opposition pendant 5 ans, parce que nous savons déjà que notre adversaire au sud, il s'est déjà positionné dans l'opposition. Ibrahim Bouanaheri, c'est le candidat de l'ouverture, le candidat du MDM, le candidat du parti qui aime ce pays, qui va écouter les Mahorais et qui se prononcera à chaque fois que les intérêts des Mahorais seront là. De son côté, la gauche locale sauve les meubles avec la qualification de l'ancienne maire de Pamandzi, Ramlati Ali, et garde toutes ses chances de conserver un siège au sein du Palais Bourbon. On est toujours en liste, donc c'est une victoire pour moi, parce que vu les tendances qu'il y a ces derniers temps, depuis 1 an, tout peut penser que le PS a disparu, que le PS était mort et qu'on ne pouvait pas relever la tête. Et alors là, les électeurs ont dit non. Par exemple, au nord, déjà, on est encore en liste. Et on peut l'emporter, on peut encore l'emporter. Ce n'est pas encore perdu. Pour Ibrahim Aboubakar et Bouanali Saïd, la sentence est sans appel. En plus des 2 sortants, d'autres ténors sortent par la petite porte dès le premier tour. L'heure est désormais aux tractations
Et pour certains, le choix est naturel. J'appelle à soutenir naturellement. J'insiste sur le mot naturel. Naturellement, Ramlati Ali, c'est la femme progressiste qui défendrait les idées progressistes. Je ne peux pas soutenir un arriviste, une personne sans culture politique aujourd'hui, qui vient et qui se croit tout permis dans la circonscription 1 parce qu'on l'a parachuté. En revanche, pour d'autres, le ralliement peut s'avérer beaucoup plus délicat, à l'image d'Ahmed Atoumani Douchina, qui a décidé de ne donner aucune consigne de vote dans la deuxième circonscription. Il était soutenu par une partie du MDM et une partie de LR et de la droite solidaire qui l'avait soutenu pendant ces législatives. Donc, logiquement, il ne pouvait pas donner de consigne de vote, étant donné que le MDM a un candidat qui est au deuxième tour et les Républicains ont un candidat qui est au second tour. Donc, il a laissé naturellement le choix à ses électeurs. Les cartes sont donc redistribuées, mais la candidate à suivre pour ce second tour sera bien évidemment l'abstention. Plus de la moitié des électeurs mahorais ne se sont rendus aux urnes lors de ce premier tour, un triste record dans une élection locale. Alors ça y est Pierre, les résultats sont tombés. On a vu au niveau national, Emmanuel Macron était attendu. Justement, il a apporté, il a répondu par l'affirmative parce que beaucoup s'attendaient. Oui, il y a plusieurs semaines, je disais sur ce même plateau que ça allait être très compliqué pour lui les législatives. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas de parti, il n'avait pas vraiment de candidat à l'époque. Donc vraiment, il fallait, cette première étape, c'était de gagner la présidentielle. Il l'a réussi. Et là, il réussit un coup de maître, puisqu'il va avoir une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Plus de 400 députés sur 577. Donc il n'y aura pas de match. Il va pouvoir... si bien entendu le second tour confirme ce qui s'est passé au premier tour, mais il y a peu de chances pour que ça change, bien que il y a quand même une donnée dont on va parler, c'est l'abstention. En tout cas, il va pouvoir vraiment gouverner avec les mains libres, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Donc ça semble pas déranger en tout cas l'électorat, mais on s'en doutait aussi parce qu'on l'avait dit depuis qu'on est passé au quinquennat et depuis que justement on a changé le calendrier parlementaire et que se suivent à la fois les présidentielles et les législatives. C'est vrai que les électeurs ont tendance à donner, et c'est plutôt logique, à donner une majorité au président élu pour qu'il puisse effectivement gouverner. Maintenant, effectivement, il y a encore un second tour, et puis il y a aussi une abstention qui est record, et je pense que c'est vraiment sur ça qu'il faut appuyer aujourd'hui, parce que c'est impressionnant, que ce soit au niveau national ou local, plus d'un Français sur deux n'a pas voté lors de cette élection. Alors ça en dit long, bien entendu, sur le désengagement politique de la population qui n'y croit plus, qui ne croit plus aux élus, qui ne croit peut-être plus aussi dans cette démocratie, en tout cas dans cette 5e République et dans cette manière de voter. En tout cas, on sent qu'il y a un véritable problème à ce niveau-là, puisqu'on vote tous les 5 ans et puis après on ne vote plus. Donc c'est vrai que plusieurs candidats ont parlé de démocratie participative, d'impliquer beaucoup plus les citoyens. On le voit que beaucoup ne le sont pas, ne sont peut-être plus, en tout cas plus d'un Français sur deux qui ne vote pas pour une élection. C'est quand même un résultat très très impressionnant et presque alarmant même. Mayotte aussi est concernée par cette abstention, du coup. Oui, tout à fait. Mayotte est concernée. Plus de 55% de la population n'est pas allée voter. C'est aussi un chiffre record, un chiffre impressionnant. C'était aussi, il y avait un chiffre aussi très impressionnant au niveau des élections présidentielles. Mais là, pour le coup, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de rupture entre. Plus parce que c'est une élection quand même avec. Effectivement, c'est locale que celle. C'est effectivement une élection locale, donc avec des candidats qui sont bien connus. Donc on pouvait penser qu'il y aurait un taux de participation plus fort, mais il n'en a rien été. En tout cas, voilà, le résultat, il est là, quoi qu'il arrive. Il y a des candidats qui sont au second tour. Alors, encore une fois, Mayotte a été un peu à contre-courant parce que ce sont les candidats républicains qui sont au second tour, qui arrivent en tête. Il y a effectivement Ibrahim Bouanaheri et le MDM qui sont, j'allais dire, dans le parti de la majorité, dans le parti d'Emmanuel Macron. Mais ensuite, Ramlati Ali est du Parti Socialiste. Donc, Parti Socialiste qui pourrait ne pas dépasser les 30 sièges. Il pourrait y en avoir un à Mayotte. Donc voilà, effectivement, un vote à contre-courant, une nouvelle fois, avec des ténors quand même. On s'attendait à ce résultat il y
a pas vraiment eu de surprise. Peut-être après sur les 5e et 5e places, que ce soit au nord avec Kamel Messaoudi ou que ce soit au sud également avec Mohamed Abdou Moser. Donc voilà, effectivement, ils ont fait de très très bons scores. Ils étaient un peu surprises, mais pour le reste, c'est vrai que les ténors l'ont emporté. Maintenant, ce second tour, il est très indécis dans le nord, mais dans le sud, on va en parler ensuite, mais on se souvient de 2012, le tout sauf Mansour, qui pourrait une nouvelle fois se mettre en place, même si Ibrahim Aboubacar n'a pas appelé à voter pour l'un ou pour l'autre. Idem, donc on l'a vu du côté d'Ahmed Atoumani Douchina. Idem aussi, Sofiata Soufou s'est prononcée, elle a dit qu'elle ne donnerait pas de consigne de vote. Donc voilà, on voit que pour le moment, il n'y a pas de consignes de vote qui sont données, et quand bien même ils seraient donnés, ce sont les électeurs qui choisissent. Donc effectivement, les consignes de vote, on le voit, ça ne fonctionne pas forcément. Donc c'est très ouvert. C'est sûr qu'il y a un vrai avantage aujourd'hui pour Mansour Kamardine, mais rien n'est fait. Et puis dans le Nord, alors là, c'est vraiment l'incertitude totale, parce que c'est pareil, les reports de voix. On a entendu effectivement Saïd Hamadi qui lui se prononce immédiatement pour Ramlati Ali. Mais pour le reste, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, notamment Daniel Zaidani, Bakar Ali Boto. Est-ce qu'ils vont donner des consignes de vote? Est-ce qu'ils vont se ranger vers l'un ou vers l'autre? J'imagine qu'il doit y avoir des discussions actuellement, mais rien n'est fait. Et puis on verra bien ce qu'il en est dimanche. On va recevoir, c'est important, lors des 4 prochains JT, dès demain, Ibrahim Bouenaheri, puis Elad Chakrina, Mansour Kamardine et Ramlati Ali jusqu'à vendredi, afin qu'ils nous en disent un peu plus sur leur projet pour Mayotte et quels députés ils seront. Merci beaucoup Pierre, vous restez avec nous, on vous retrouve tout à l'heure pour un autre sujet. Arrivé en tête d'une seule voix, le candidat du parti Les Républicains, Elad Chakrina, a souhaité faire part de ses priorités, sa priorité s'il venait à être élu député de la République le 18 juin prochain. Je vous propose de l'écouter lors de la matinale de Cozy. Présenter une proposition de loi que nous avons déjà commencé à rédiger, qui consisterait à permettre à Mayotte de rattraper son retard sur le plan économique et social. Nos spécificités sont telles et notre retard est tel par rapport aux autres départements d'outre-mer que nous avons besoin évidemment d'une application immédiate, par exemple, de fonds, de textes, aussi bien dans le domaine du Code du travail que dans le domaine aussi du Code de commerce, mais aussi de crédits indispensables pour que nos entreprises puissent commencer à respirer un peu plus. Il serait justement intéressant de pouvoir, on va dire, faire une synthèse de tous ces éléments et de justement faire des propositions en matière justement de loi, en matière aussi, éventuellement d'amendement, si maintenant la proposition n'aboutit pas. Mais c'est pour vous dire qu'on puisse déjà reconnaître ces spécificités locales particulières, à savoir que nous avons un retard de plus de 50 ans par rapport aux autres départements d'outre-mer. Et qualifié avec plus de 24 points d'avance sur le second, Mansour Kamardine arrive en tête dans sa circonscription comme en 2012. Celui qui a déjà assumé cette fonction part largement favori, même si le tout sauf Mansour d'il y a 4 ans plane toujours au-dessus du candidat des Républicains. Quoi qu'il en soit, s'il est élu, il a annoncé ce matin qu'il ne serait pas dans une logique d'opposition systématique avec la majorité au pouvoir. Écoutons ses propos recueillis sur ce même plateau ce matin. Il y a bien des sujets sur lesquels je crois que nous pouvons nous retrouver. Et comme vous l'avez souligné vous-même, Édouard Philippe, Premier ministre, je pense qu'il est parti pour être renouvelé dans son contrat. C'est un proche de Juppé comme moi, donc ce sont des choses qui permettent d'avancer. Mais encore une fois, sortons de cette idée qui consiste à dire que parce qu'on ne serait pas de la majorité, qu'on n'obtiendrait rien. Et encore une fois, nous avons eu, avec la mandature qui s'achève, un député qui était plus que hollandais. Et malheureusement, le gouvernement, parce que c'était un gouvernement de gauche, ne lui a pas facilité la tâche et au contraire a fait des choses qui allaient contre les intérêts de Mayotte. Donc je crois que le plus important, encore une fois, c'est d'avoir cette force et cette voix qui porte pour imposer des choses s'agissant de Mayotte.
Et autre sujet à présent, depuis samedi après-midi, le port de Longoni a été débloqué par les grévistes. Cette réouverture du site fait suite à la signature d'un relevé de conclusion par le conseil départemental, l'Union maritime, la CCIM ou encore les représentants syndicaux. Les choses semblent donc rentrer dans l'ordre en attendant que la procédure de résiliation de la DSP refasse parler d'elle. Néanmoins, ce matin, des salariés grévistes de MCG de retour au travail étaient à nouveau furieux car dépourvus de poste. Le point dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Le port de Longoni a réouvert ses portes samedi après une semaine de blocage. Mais ce matin, lors de leur arrivée au port, les grévistes MCG de la semaine dernière ont bien failli repartir de plus belle. En effet, plusieurs d'entre eux n'auraient pas été affectués à leur poste habituel. Tous les gens qui étaient grévistes n'ont pas eu leur poste habituel. Quand nous sommes arrivés, on a trouvé que presque les gens de Manipur qui sont placés à leur poste. Donc actuellement, on ne sait pas où ils vont, quoi. Donc c'est-à-dire il y a un truc qui n'est pas bon, quoi. Ce matin, la colère était donc à nouveau au rendez-vous pour les ex-salariés de la CCI. Néanmoins, la présidente de MCG a expliqué ne pas être au courant de ces changements de poste. Elle préfère se concentrer sur le travail titanesque à fournir puisque 1000 containers doivent être livrés dans les 3 prochains jours. Il y a une procédure qui était mise en place pour les camions, qu'on fait rentrer des camions par 10. Les premiers 10, c'est déjà depuis ce matin, ça marche bien. Fait à mesure qu'un sorte, un suivante rentre, et suite à ce qu'ils ont fait leur procédure. Toutes les douanes, toutes les choses sur les armateurs, et nous sommes les dernières étapes. Ça veut dire ce matin, il y a déjà environ 18 camions qui sont sortis. Le travail a repris de manière intense, mais dans un climat toujours aussi conflictuel. En effet, les grévistes MCG disent avoir une nouvelle fois saisi les autorités, 2 jours seulement après la signature d'un relevé de conclusion. On va essayer de saisir les autorités à laquelle qui ont signé les signataires des protocoles. Comme ça, on verra ce qu'on pourra faire d'ici fin de la semaine. Parce qu'actuellement, pour vous dire, là, on est resté dans le silence. Parce que comme ça a été prévu qu'on faisait en sorte que les conteneurs soient sortis cette semaine, donc c'est la raison pour laquelle on ne manifeste pas. On envoie uniquement des courriers à l'inspecteur pour le constat. Samedi, le relevé de conclusion a permis d'acter la mise en demeure du délégataire pendant une durée d'1 mois pour non-respect de la convention délégation de service public. Par la suite, une sorte de mise sous tutelle devrait être instaurée pour remplacer l'actuel délégataire. Le conseil départemental nommera une nouvelle équipe dirigeante qui sera en charge de l'infrastructure portuaire. La nouvelle fait donc office de séisme sur le département, même si Danel ne semble pas s'en faire outre mesure. Non, je pense que je m'exprimerai ça après l'élection. Je pense qu'il faut... on n'était pas dans ces réunions-là. Je ne peux pas m'exprimer sur ça. Peut-être on prépare un communiqué pour la semaine prochaine, mais je pense qu'il faut laisser l'élection se termine. Parce que je pense beaucoup de choses sont liées à cette élection. Ça veut dire qu'on choisit nos députés, c'est après on en parle si c'est encore nécessaire de parler. Si pour l'heure la présidente de MCG refuse de s'exprimer sur la résiliation de la DSP, il apparaît évident que ce nouveau chapitre à Longoni est encore loin d'être terminé. Alors justement, Pierre, on vient de le voir à la fin de la grève avec ce relevé de conclusion. Et aujourd'hui, qu'en est-il réellement? Est-ce que les grévistes, ceux en tout cas qui avaient réclamé la fin de la DSP, sont satisfaits ou ils attendent encore l'étape d'après? Eh bien écoutez, ce matin c'était encore une ambiance assez conflictuelle sur le port de Longoni, puisqu'on l'a vu dans le reportage, les salariés ex de la CCI qui sont en grève, qui réclament toujours l'application de la Convention collective nationale unifiée, ils n'étaient pas contents puisqu'ils ont apparemment été affectés à d'autres postes que les leurs. Certains n'étaient même pas sur les postes, donc voilà, ça a été un petit peu compliqué, d'autant que un SMS a été envoyé à des salariés justement grévistes, un SMS qui proviendrait d'Idanel et qui explique que finalement ça n'a fait absolument pas foi, en tout cas de façon juridique, ce relevé de conclusion, et que ça n'engage absolument en rien. Elle explique que c'est uniquement pour calmer le jeu, pour calmer les esprits, que la première vice-présidente a choisi d'entamer
ces réunions, ces démarches, et puis aussi ces écrits, puisqu'il y a quand même un relevé de conclusion. Mais c'est vrai qu'en matière juridique, en termes juridiques, je pense qu'elle a raison en disant que ça ne fait pas vraiment foi. Pour le reste, elle explique aussi que de toute façon, plusieurs lettres positives lui ont été envoyées de la part du département ce jeudi 8 juin. Donc on voit, y aurait-il un double discours? Est-ce que ça serait une façon pour le conseil départemental de gagner du temps par rapport à cette situation? Bien entendu que ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Surtout qu'elle ajoute que plusieurs élus lui ont d'ores et déjà fait part du fait qu'ils n'iraient pas au bout de cette démarche, quoi qu'il arrive. Donc, et c'est aussi écrit dans ce SMS. Donc on sent qu'elle sereine, elle ne s'inquiète pas, parce que de toute façon la procédure judiciaire elle sera très très longue si elle est véritablement engagée. Maintenant cette volonté de gagner du temps pour réouvrir le port, elle est bien entendu, puisque ce relevé de conclusion il n'engage pas véritablement. Alors après de son côté, Salim Naouda a une nouvelle fois eu monsieur Papadopoulos de la préfecture qui lui a dit que ce relevé de conclusion avait été envoyé à Paris, donc il y avait véritablement des démarches qui sont en train d'être entamées. Maintenant, quant effectivement à ce qui est dit au niveau du département, ce qui est réel, on verra dans les prochaines semaines. En tout cas, du côté du collectif et du côté des grévistes, ils veulent qu'en séance plénière, effectivement, il y ait une motion qui soit votée, qui aille dans ce sens. Et ils veulent aussi et surtout que les élus ne puissent pas voter de manière cachée et qu'ils votent à main levée pour que tout le monde voit qui vote quoi. Merci Pierre. En tout cas, on suivra de très près cette affaire, bien évidemment. Et la grève à la Colas entre dans sa 6e semaine. Comme en 2015, le conflit s'éternise, sans compter que les négociations n'ont pour ainsi dire jamais véritablement débuté. D'ailleurs, la seule rencontre qui a eu lieu s'est soldée par un échec cuisant. Depuis, le mouvement se poursuit, se radicalise même, puisque désormais plusieurs sites, dont la carrière de Kungu, sont bloqués par les grévistes. De son côté, la direction continue à réclamer la levée des blocages avant d'entamer toute négociation. Un sujet signé Bassalidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimney. Les grévistes de la Colas sont toujours sur le pied de guerre. Après 6 semaines de mouvement, la détermination ne faiblit pas. Pire, désormais, les grévistes ont décidé de mener le bras de fer à leur manière. Aujourd'hui, on est là, les grévistes de la société Colas. On est à 6e semaine, il n'y a pas de négociation. Depuis, la Colas a refusé la main de préfet à la DECT. Les salariés nous disent que nous, les délégués syndicaux, nous, on va rester loin d'eux. C'est eux qui vont mener la grève, mais pas nous. Nous, on va rester loin, juste à faire la négociation avec la direction le jour qu'ils vont nous appeler. Mais c'est les salariés qui ont décidé qu'à partir de maintenant, c'est eux qui amènent la grève. De son côté, la direction continue à réclamer la levée des blocages. Sans ce préalable, elle refuse de se mettre autour de la table et de reprendre les négociations. Une condition que les grévistes refusent toujours en bloc. Direction de a bloqué Betsidewas. Vous c'est la direction pour la Tongo direction. Vous c'est la direction de a bloqué Betsidewas. Was karto shikiza mono wala karto shukiza wasravani pakari pare solution ya tongo zatu zini zikiri vortsela wa vanhu ole sina direction lera tsorongo mba atsokubalo tongo zatu tsobwa mlango même si likade wakatini de uyo. Le statu quo demeure donc du côté de la Colas et il apparaît difficile de se prononcer sur la suite de ce conflit. En effet, aucun camp ne semble prêt à lâcher un pouce de terrain, après pourtant 1 mois et demi de grève. Et grève toujours maintenant du côté des avocats. Depuis vendredi, le Conseil de l'ordre du barreau de Mayotte a décidé de débrayer suite à des revendications non satisfaites et datant de plusieurs mois. Les avocats ont suspendu leur participation aux missions pénales en attendant que les promesses se transforment en actes. En effet, les badges permettant l'accès libre au tribunal de grande instance ne leur sont toujours pas remis alors qu'ils devaient l'être depuis vendredi dernier. La grève se poursuit donc comme nous l'explique Fatima Ousseni au micro d'Abbas Salidi. Le barreau de Mayotte dans son ensemble et à l'unanimité a décidé d'un mouvement de grève qui est lié à des dysfonctionnements récurrents et qui ne trouve aucune issue, aucune solution. Et surtout, une écoute extrêmement limitée de la part des chefs de juridiction, notamment du tribunal de grande instance. Les points les plus saillants, les plus importants concernent notre profession, mais in fine, c'est la considération que la justice
consent aux justiciables. C'est de ça dont il s'agit. Les avocats qui sont les auxiliaires de justice qui ne parviennent pas à entrer sur le lieu de travail que constitue un tribunal, eh bien c'est aussi par cette façon-là, par ce biais-là, ce sont les justiciables qui sont touchés dans leurs droits parce qu'on ne peut pas exercer notre métier correctement. Donc la mesure, elle est reconduite et toute la partie pénale, toute l'activité pénale fera l'objet d'une suspension de la part des avocats. Et à noter que dans un communiqué qui nous est parvenu il y a peu, le président du tribunal de grande instance a annoncé que 32 badges paramétrés et permettant l'accès au bâtiment ont été réceptionnés ce jour et sont désormais à la disposition des avocats. Reste à savoir si cela sera suffisant pour mettre fin à la grève. Affaire à suivre. Voyons à présent ce qu'il en est du reste de l'actualité de ce lundi 12 juin 2017. En voici un petit tour d'horizon tout de suite dans l'actualité en bref. C'est un feuilleton qui aura duré près d'1 an et demi et qui aura fait perdre beaucoup d'argent aux communes du Sud. En effet, après l'élection de 2 présidents et de longs mois de procédures judiciaires, l'intercommunalité composée de Kanikeli, Bouéni, Chirongui et Bandrélé possède enfin un bureau élu démocratiquement. Le scrutin s'est tenu samedi matin à la mairie de Bandrélé et c'est Ismaïla Mdereman Saeva qui devient ou plutôt redevient président avec 18 voix contre 12 pour le maire de Bouéni. Cette fois, l'élection ne souffre d'aucune contestation, même si le président élu n'a décidé de se présenter qu'au tout dernier moment et à la surprise générale. Place maintenant au projet permettant le développement et l'aménagement du territoire. Reste par ailleurs à espérer que cela donnera des idées aux élus du Nord qui refusent toujours toute concession, permettant à leur communauté de communes de voir le jour. La guerre des mots se poursuit entre les syndicats de l'éducation nationale. Mercredi dernier, l'UNSA Éducation s'était fendu d'un communiqué pour condamner l'intersyndicale constituée de quelques inspecteurs du SIEN et de la FSU. Ce week-end, le SNES-FSU a souhaité répondre en ces termes, je cite, « qui sont ces pseudo-syndicalistes pour dénoncer et condamner une action syndicale. Les mots ayant un sens ont-ils décidé eux aussi, comme le précédent gouvernement, qu'il fallait criminaliser l'action syndicale? Que représente-t-il si ce n'est les intérêts des chefs d'établissement et de quelques experts pédagogiques autoproclamés? Qui sont ces personnes qui dénoncent un syndicat de leur propre organisation? Le reste du communiqué arbore le même ton et ne devrait pas apaiser les tensions au sein de l'éducation nationale à Mayotte. Il y a 1 an, de nombreux usagers de la route se retrouvaient en proie à de violentes attaques orchestrées par les tristement célèbres coupeurs de route. Depuis, si quelques violences du même type se sont produites ces derniers mois, le phénomène semble néanmoins avoir été maîtrisé par les forces de l'ordre. Quoi qu'il en soit, un collectif intitulé l'Amicale des défenseurs des droits des citoyens s'apprête à organiser un grand doua en hommage aux victimes des coupeurs de route et autres victimes de violences. Cette amicale est composée du collectif des citoyens vigilants et révoltés de Mayotte, du collectif Paix et Sécurité à Mayotte, de l'association des usagers de la route, des femmes leaders ou encore du comité de défense des intérêts de Mayotte. La prière est prévue ce dimanche 18 juin à 6 h au carrefour de Tsararano. Et on termine à présent avec les journées nationales de la Croix-Rouge qui ont débuté samedi dernier, se tiendront jusque dimanche. Aide alimentaire et vestimentaire, accès à la santé, soutien psychologique, premiers secours. Les acteurs de la Croix-Rouge sont en première ligne et se mobilisent quotidiennement face à l'isolement, la détresse, la précarité, la douleur et l'exclusion. Et cette semaine, les 300 bénévoles de l'antenne locale de l'association vont à nouveau se mobiliser en allant à la rencontre du public mahorais. Objectif, les sensibiliser et collecter des dons. Zoom sur ce rendez-vous annuel et incontournable de l'association dans ce reportage d'Adèle Laurent. L'objectif de ce pot, c'est pour qu'on puisse renforcer, aider aussi les gens. Aider les personnes les plus démunies. C'est dans ce but que l'antenne mahoraise de la Croix-Rouge a vu le jour en 1998. L'urgence et le social restant leur domaine d'action principal.
Accès aux droits, aide alimentaire, hébergement d'urgence ou d'insertion, prévention spécialisée, actions de prévention de perte d'autonomie ou encore vestiboutique, l'association mène des actions sociales de proximité et permet de distribuer 400 000 € de nourriture par an aux plus précarisés. Malgré tout, l'association manque d'aide financière. Bien sûr, la quête, c'est important parce que ça permet de venir en aide. Malheureusement, même avec 400 000 € pour l'aide alimentaire, ça ne suffit pas pour répondre aux besoins, en particulier chez des enfants parfois dénutris, dans des familles nombreuses, souvent avec des mamans qui sont seules avec des enfants. Donc tout ce qu'on va collecter, ça va nous permettre d'élargir nos actions et de pouvoir bien sûr en faire bénéficier un plus grand nombre. Donc on peut donner à la fois de l'argent à travers la quête, mais on peut donner aussi tout ce qu'on n'a plus besoin à la maison. Du linge, des vêtements, des chaussures, mais aussi le petit mobilier, les matelas, tout ce qu'on n'utilise plus. Et on a toujours des gens qui attendent, donc on va pouvoir aller les redistribuer chez ces personnes. Et même quand on n'a pas beaucoup d'argent, même si on donne quelques euros, c'est toujours ça qui vont permettre d'aider d'autres. Et puis bien sûr, quand on a des affaires dont on ne se sert plus, en particulier pour les enfants, on cherche beaucoup et toute l'année des affaires de la naissance jusqu'à l'âge de 16 ans, parce qu'effectivement à Mayotte, il y a beaucoup d'enfants et on a besoin de beaucoup de vêtements. Située à l'entrée de Passamenti, la vestiboutique de la Croix-Rouge, qui collecte les vêtements pour les revendre par la suite à des prix symboliques, est ouverte du mardi au samedi, le matin pour déposer des affaires et le jeudi et le samedi matin pour en acheter. L'association intervient également dans le domaine de l'urgence. En effet, les bénévoles assurent une quarantaine de dispositifs de premiers secours par an. La Croix-Rouge Mayotte forme également plus de 500 personnes par an au secourisme et intervient dans de nombreux établissements scolaires. Mais là aussi, les fonds viennent à manquer. Des points de collecte sont donc mis en place cette semaine dans certaines stations-service et magasins, mais pas que. Le mercredi, on sera au rond-point de Passamenti et au rond-point de Méga. Ce qui fait que samedi on sera sur place marché Mamoudzou et aussi le marché qui est à Majikavo Dubaï. C'est le point qu'on sera cette semaine. À travers ces journées nationales, la Croix-Rouge française veut interpeller le plus grand nombre en donnant du sens à la générosité, tout en leur permettant d'accompagner au plus près de leurs besoins les plus fragiles et ainsi de sauver des vies tout au long de l'année. Car dans un contexte économique et financier toujours plus difficile, les populations impactées de plein fouet restent celles déjà fragilisées. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur WAM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir pour une nouvelle édition du journal. Excellente soirée à vous sur KTV.